OTC, le Moyen-Orient, conflits régionaux et tentatives de paix. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre clé pour les révisions, une question vraiment centrale. Pourquoi les conflits au Moyen-Orient peinent tant à trouver une issue pacifique durable? C'est une excellente question, et pour y répondre de manière structurée, on peut analyser ça en deux temps. D'abord, on va voir comment le conflit initialement israélo-arabe s'est transformé en un conflit spécifiquement israélo-palestinien. D'accord. Et ensuite, on abordera les deux guerres du Golfe et leurs conséquences absolument déstabilisatrices pour toute la région. Parfait. Alors, commençons par ce premier point, la question israélo-palestinienne. Tout part, si je me souviens bien, du plan de partage de l'ONU en 1947. Exactement. L'ONU propose de créer un État juif et un État arabe. Jérusalem, elle, aurait un statut international. Une solution qui semble équilibrée sur le papier, Oui, mais voilà, le plan est accepté par les leaders sionistes. mais refusée par les États arabes. Voilà, et ce refus, c'est l'étincelle. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'État d'Israël et la première guerre israélo-arabe éclate immédiatement. Avec une victoire israélienne en 1949 et une conséquence humaine terrible, la Nakba. La Nakba, oui, la catastrophe. Il faut bien comprendre ce terme, c'est l'exode de 750 000 Palestiniens. C'est un traumatisme fondateur. D'autres guerres vont suivre, bien sûr. Comme la guerre des 6 jours en 1967, où Israël va occuper le Sinaï, le Golan et surtout la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Tout à fait. Mais au milieu de cette violence, il y a quand même eu des tentatives de paix. On pense forcément aux accords de Camp David en 1978. Ah oui, c'est un moment marquant. Le président égyptien Sadat, le premier ministre israélien Begin, avec le président américain Carter, c'est un traité de paix historique. L'Égypte reconnaît Israël, récupère le Sinaï. Un succès donc? Un succès, oui, mais à quel prix? L'Égypte se retrouve complètement isolée dans le monde arabe. Cet accord montre bien la difficulté d'une paix globale. Et le conflit change de nature. Il devient de plus en plus israélo-palestinien. C'est ça. Le tournant, c'est la première intifada, la guerre des pierres, qui éclate en 1987. C'est un soulèvement populaire qui mène des années plus tard. Aux accords d'Oslo en 1993, on a tous en tête cette poignée de main incroyable entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Une image très forte. Ces accords créent une autorité palestinienne, mais en fait, ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils repoussent à plus tard les questions essentielles. Le statut de Jérusalem, les colonies, le retour des réfugiés. Et la paix ne pouvait pas tenir comme ça. D'accord, c'est très clair. Passons maintenant à notre deuxième partie, les guerres du Golfe. Changement de décor complet avec l'Irak de Saddam Hussein en 1990. Oui, l'Irak est ruiné par 8 ans de guerre contre l'Iran. Du coup, Saddam Hussein envahit son riche voisin, le Koweït. Pour des raisons économiques, mais aussi des revendications historiques, c'est bien ça. Exactement. La réaction internationale, cette fois, elle est unanime. L'ONU autorise le recours à la force. Et les États-Unis montent une immense coalition. C'est l'opération Tempête du désert. Voilà. Le coup a été libéré, l'armée irakienne est écrasée, mais l'Irak subit ensuite un embargo extrêmement dur qui va ruiner sa population pendant plus de 10 ans. Ce qui nous amène à la deuxième guerre du Golfe, en 2003. Là, le contexte a changé. On est après le 11 septembre. Complètement. L'administration de George W. Bush veut renverser Saddam Hussein. Le prétexte, ce sont les fameuses armes de destruction massive. Qu'on ne trouvera jamais. Jamais. Et cette fois, l'intervention se fait sans l'accord de l'ONU. La France, d'ailleurs, s'y oppose fermement. On se souvient du discours de Dominique de Villepin. Et les conséquences de cette guerre sont dramatiques. C'est le mot. L'État irakien s'effondre. Le pays est plongé dans une guerre civile terrible entre sunnites et chiites. On crée un vide sécuritaire immense. Un vide abyssal. Et c'est ce chaos qui va permettre l'émergence de groupes djihadistes, et notamment, L'État islamique, Daesh. précisément, Daesh, qui va ensuite déstabiliser toute la région. On voit bien comment une intervention extérieure mal préparée peut avoir des conséquences bien pires que le mal qu'elle prétendait guérir. La région en paie encore le prix aujourd'hui.